toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast L'After du Sport, le podcast référence de la Sport Management School. On est dans un format un peu spécial puisqu'on est dans le cadre de la semaine de Behind the Game. Behind the Game, un projet conçu par les étudiants de la Sport Management School. Et pour cet épisode, on rebouge un petit peu tout puisqu'on a échangé les rôles. Je suis accompagnée de Noé pour faire l'interview de ce podcast. Et on va traiter le sujet des métiers de l'influence à travers les grands événements sportifs internationaux. Et pour ce podcast très spécial, on reçoit un journaliste de Canal+, un créateur de contenu assez connu quand même, et notamment alumni de la Sport Management School. On reçoit monsieur Glaviemoro Thomas. Merci d'être avec nous pour ce podcast. Waouh, ça c'est de l'intro. Je te jure, non mais je prends des notes. Je passe de l'autre côté. Je vous écoute, je vous regarde et non ça va être bien, ça va être très cool. J'ai hâte de faire cette heure avec vous. Eh ben nous aussi. On a pour te présenter la petite chronique, c'est Noé qui va la lancer. Je te laisse, c'est à toi. Merci Axel. Bienvenue dans votre chronique portrait sur BTG. Aujourd'hui, notre invité est parti d'Auxerre avec une raquette de tennis, un compte Instagram et une conviction. Le tennis français méritait mieux que ce qu'on lui offrait. Thomas Glaviemoro, bonjour et bienvenue. Wow, merci. Thomas, on va remonter jusqu'au début. Vous grandissez à Auxerre. Ouais. Vous jouez au tennis, d'abord au club de Saint-Georges, puis à Moneto. Wow. Pas au niveau d'un professionnel, mais avec une passion intacte qui ne vous quittera jamais. C'est vrai. Et très tôt, vous comprenez quelque chose d'essentiel. Ce que vous aimez dans le tennis, c'est autant le raconter que le jouer. Vous intégrez la Sport Management School de Paris. 3 ans de bachelor pour découvrir l'écosystème sportif dans sa globalité. Les clubs, les fédérations, les sponsors, les médias. Et vous le dites vous-même, j'ai toujours détaillé précisément mon plan d'études à l'équipe pédagogique de la Sport Management School qui m'a accompagné tout au long de ma formation en m'ouvrant énormément de portes et en me soutenant dans mon projet professionnel. Ouais. Ce projet professionnel, il est clair, dès le premier jour, devenir journaliste sportif. Pas n'importe comment. Mais vas-y. Par le haut. Ouais. Après votre bachelor à la SMS, vous choisissez l'ESJ Paris, l'école supérieure de journalisme, l'une des plus exigeantes de France. Vous y obtenez votre master, et c'est là que les portes d'Infosport s'ouvrent. D'abord en stage, puis comme pigiste. Mais en parallèle, vous ne restez pas les bras croisés. En 2018, vous créez Tennis Reporter, un compte Instagram, une chaîne YouTube entièrement consacrée au tennis, à ses joueurs, à ses tournois. Vous parcourez les cours de Roland Garros à l'US Open, en passant par les tournois régionaux à la découverte des joueurs de demain. France Bleu Auxerre vous reçoit. Ils vous décrivent simplement comme un journaliste sportif et fondateur de Tennis Reporter, un compte Instagram qui compte environ 70 000 abonnés. 70 000 abonnés construits depuis un terrain de province, avec une caméra, une passion et une rigueur journalistique. Pas une usine à contenu, à la force de votre travail. Et puis Canal+ Sport, l'une des plus grandes maisons du journalisme sportif en France. Vous y entrez journaliste. Mais votre terrain de jeu ne s'arrête pas au studio. Vous êtes aussi speaker dans les salons du Parc des Princes, la voix qui accueille, qui anime, qui met en scène les grandes soirées du PSG. Et parce qu'une vie ne suffit pas, vous intervenez également à la Sport Management School, cette même école qui vous a formé pour transmettre à la génération suivante ce que vous avez mis des années à comprendre. Sur LinkedIn, vous racontez vos terrains avec une énergie communicative. Paris, Athènes, le Koweït, Melbourne, en quelques mois, 25 événements, 0 pause. Le Rolex Paris Master à la Défense lors de sa première édition, l'Australian Open, la Rafa Nadal Academy au Koweït, la National Tennis Academy de Brisbane, et ce rêve accompli que vous formulez vous-même, terminer des tournois du Grand Chelem, un voyage incroyable, une expérience unique. Un gamin d'Auxerre qui joue au tennis à Moneto, un étudiant qui savait exactement où il voulait aller, un créateur de contenu qui a construit 70 000 abonnés à la force de sa passion et de sa rigueur, et aujourd'hui une voix reconnue du sport français dans les studios de Canal+, dans les salons du Parc des Princes et sur les cours des 4 grands chelems. Thomas Glaviemoro, merci d'être avec nous ce soir sur Behind the Game. Merci, c'est waouh, ça m'a fait plaisir de voir en tout cas ça m'a remémoré plein de moments, plein de lancements, de projets, de la volonté de bien faire, la volonté de faire découvrir
comme tu l'as dit, autant raconter que jouer. Non, je pense que pourtant j'aime jouer, hein, mais j'aime encore plus le raconter, le tennis et même le sport entier. Tu vois, le journalisme, c'est pour ça que je t'ai coupé en deux. Mais on dit journalisme de sport parce que tu racontes le sport et tu n'es pas un sportif en fait. T'es t'es un raconteur du sport et c'est pour ça qu'on dit le journalisme de sport. Et non, j'ai toujours eu cette volonté de l'être, de le devenir. La Sports Management School m'a aidé pour ça, que ce soit Michael qui m'a emmené sur tous les plateaux de BFM Business quand j'étais en première année, et j'ai toqué à son bureau, il s'est dit mais c'est qui? Il le raconte très bien, quand vous serez diplômé, il le redira parce qu'il le dit à chaque fois et ça me fait le plus grand plaisir. Mais j'ai toqué, je lui ai dit bon voilà, monsieur Tapiro, c'est simple, mais j'ai envie, s'il vous plaît, de vous suivre et d'aller voir ce que ça donne. Il s'est dit, waouh, il me fait, lui, il reste à ta place. Et non, je lui dis non, vraiment, ça me pose aucun problème. Et quand j'étais en première année, je suis monté, j'étais pas encore majeur. Et mon but était vraiment de découvrir tout ça. Je me souviens, le dimanche soir, j'allais sur les plateaux, justement, de Canal à J+1. Le lundi, il y avait une émission avec Alexandre Ruiz à beIN Sport où, si tu veux, où j'y allais. Le mardi, j'étais à l'équipe du soir parce que venant d'Auxerre, comme tu l'as dit, Guy Roux, à l'époque, était encore chroniqueur là-bas et donc du coup ça me permettait de pouvoir y aller. Je me posais en régie tout le temps, je faisais l'émission de bénévolat, que ce soit à Issy Hand, à comment dire, au Paris-Levallois à l'époque, au Red Star, donc souvent mercredi, jeudi, vendredi, et au Racing le samedi, et le dimanche on repartait J+1. Et j'étais vraiment, comme tu l'as dit, venu avec cette idée de vouloir montrer ce que je pouvais faire à mon échelle. Capable à chaque fois. Ouais, avoir cette volonté vraiment de se dire ok, maintenant j'ai investi dans mes études futures. Qu'est-ce que maintenant on fait? Tu vois, est-ce qu'on va en cours de 9h à midi et demi et l'après-midi rapidement, et encore vous avez beaucoup de cours, nous on avait des cours mais un petit peu moins à l'époque. Et comment dire, et après tu te dis bon bah je vais boire des coups avec mes potes, et encore j'en avais pas beaucoup à Paris, parce que bah je venais pas de là. Au Auxerre, on va plus à Dijon qu'à Paris, donc bah, du coup t'es là et tu te dis bon bah je fais quoi? Et donc je me suis dit bah non, tu sais quoi, investis, va te faire ton propre réseau et t'y vas et tu fonces, et en étant, ce qui est maintenant quand je suis de l'intérieur très compliqué, mais en étant d'une école de management du sport, si tu veux, j'ai réussi en fin de première année d'avoir un stage à Canal, alors que normalement ils prennent quasiment que des écoles de journalisme, mais parce qu'en même temps, si tu veux, quand sur les à l'époque 38 journées de Ligue 1, bah si tu veux, je pense que j'ai dû en faire 34 dans le public de J+1. Nicolas Touriol, à un moment donné, quand j'y suis allé et qu'il me voyait à chaque fois, et que de ma posture, je me permettais, en plus, parce que le mec est fou, hein, de ma posture, je lui permettais de lui faire des retours sur ses émissions sur Canal. Enfin, le mec n'a aucun sens, n'a aucune raison. Tu vois, en première année, pas du tout en journaliste, le mec qui fait des retours. Et à la fin, il m'a dit bah écoute, tu sais quoi, je peux pas t'offrir. À la base, on avait 2 mois. Il me dit je peux pas t'offrir 2 mois, mais si tu veux venir 2 semaines, je négocie avec les RH et tu viens. Et donc c'était pour les 2 dernières journées de Ligue 1. Et donc du coup, j'ai pu faire mes premiers pas à Canal en 2017 comme ça. Le fait d'être venu sur les émissions, bien sûr. Le fait que t'aies pris de toi, en fait, tu t'es créé les opportunités, dans l'ensemble de ton parcours, t'as réussi à te créer les opportunités, t'as pas attendu qu'elles viennent à toi, et c'est peut-être même, aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qu'il faut prôner. Les étudiants, ils ont tendance à attendre qu'on leur donne le petit truc. Est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher les opportunités, de se les créer, que d'attendre qu'elles viennent? Exactement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, il n'y a pas qu'une seule voie. Mais aller chercher les opportunités, moi, je suis pas un grand fan. Je suis pas un commercial. Me vendre, c'est parce que je fais le mieux. Pourtant, tout le monde va dire ouais, putain, mais t'es sur les réseaux sociaux, tu crées du contenu, tu fais du truc. Si forcément, tu vends des choses. Non, vraiment, je suis très très mauvais commercial. Mais un immonde personnage à ce niveau-là. Et tu te crées tes opportunités. Mais par contre, la chance, ça se provoque. La chance, ça se provoque. Et si tu veux, si t'es sur les lieux
de sport, si t'es dans les stades, si t'es sur les plateaux, à un moment donné, les gens te voient. Les gens, quand toi tu les connais, les gens essayent de te connaître en retour rapidement. Ils vont pas énormément de savoir, mais ils vont savoir ton nom, ton prénom, pas forcément ton âge. Rapidement, si tu supportes un club de foot ou de rugby ou de basket, ils vont savoir d'où est-ce que tu viens et souvent qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Le mec, le jour où il y a une opportunité, il se dit putain mais attends, il y a lui, je sais qu'il est sérieux, je sais que le mec est assidu, c'est simple, il peut faire toutes ces choses-là. Ok, pourquoi pas. Vas-y, on y va, je te propose. Et en vrai de vrai, c'est ce qui s'est passé. Si on Bien saute sûr. un peu les étapes, mais tu vois, j'étais à la Sports Management School. En première année, il y avait une intervenante qui s'appelait Christelle Sibila, qui était là. Et Christelle, elle était là et on faisait des cours et à chaque fois, moi, j'essayais. Tu vois, tu vas voir les profs. On avait la chance et vous avez encore la chance Ouais, bien sûr. d'avoir des intervenants de dingue. Et moi, j'allais la voir et je disais ouais, franchement, s'il y a un moment donné, il y a une opportunité, On sait il y a un jamais. truc, tu vois, sans chercher à. Mais tu vois, tu montres que t'es là et tu Bien montres sûr. que t'es intéressé. Ouais. Et elle a pris un pari qui est fou que je n'aurais jamais pris. Vraiment, je ne l'aurais jamais pris. Mais elle est arrivée, elle m'a dit ok, qu'est-ce que tu fais cet été? Je dis bon, tu sais, cet été, on a 2 mois de stage de fin de première année à faire. Bon, bah, écoute, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, elle me dit est-ce que tu te sens d'avoir les épaules de devenir chef de la salle de presse des Jeux de la francophonie à Abidjan? Je dis mais Christelle. Je dis, ça fait 5 mois que je suis majeur, hein, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, non, mais, elle me dit, voilà, je veux savoir si t'as les épaules ou quoi. Je me ressaisis. Je me dis, attends, je fais toute l'année à faire tous les plateaux, tous les trucs, les journalistes. Bon, ouais, moi, j'ai les épaules. Elle me dit, non, mais, tu me dis ça pour me faire plaisir ou quoi? Je dis, non, j'ai les épaules. Machin. Elle me dit, ok, donc je peux compter sur toi. Ok, et ben, on est parti 10 jours à Abidjan où j'ai fait Incroyable. chef de la salle de presse, avec tous les journalistes africains qui étaient là, parce que je de la francophonie, enfin tous les journalistes africains francophones qui étaient là, mais aussi Canal Afrique qui était là, donc avec Philippe Doucet et toutes ces personnes-là qui étaient là. Il y avait tous les athlètes qui étaient recrutés par le gouvernement ivoirien qui passaient pour faire des interviews dans la salle de conf de presse. Et moi, j'étais chef de la salle de presse des Jeux de la francophonie. Et le rôle est pas dingue, si tu veux. S'il y a un problème, t'essayes de le gérer, sinon t'appelles ton supérieur, tu dois faire que la salle de presse, elle soit toujours clean, nickel, que la salle de conférence de presse, elle soit toujours clean, nickel, mais elle savait, dans les contenus que je lui rendais à l'école, elle savait que j'étais assidu, que je ratais rien, que j'étais motivé, que j'étais un peu ambitieux, et que j'avais envie de faire les choses. À partir de là, si tu veux, tu te dis, tu fais ton travail, elle se dit, ok, je pense qu'il peut faire l'affaire. Moi, je l'ai fait. Franchement, c'était des choses de dingue. Et après, en plus, tu vis les compétitions de l'intérieur. Donc, tu vois, j'ai pas été là à postuler pour faire absolument tous les trucs, mais je me suis montré dans les endroits qui pouvaient m'intéresser pour que ça me rapporte derrière. Voilà. C'est pour ça que je te dis, la chance, ça se provoque. Exactement. Moi, tu m'entendras très souvent dire ça, la chance, ça se provoque. Ah, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord. Oui, totalement. Tous les deux d'accord sur ça. Si on peut un peu plus se recentrer sur ce que tu fais aujourd'hui aussi en tant qu'influenceur, on sait que les réseaux sociaux, ils ont pris une place extrêmement importante dans la visibilité du sport, mais dans la visibilité des grands événements aussi aujourd'hui. Là, on accueille les championnats d'Europe de natation. On a parlé dans d'autres podcasts, mais il y a cette dimension réseaux sociaux. Est-ce que toi, c'est toujours quelque chose que tu as voulu faire? Est-ce que c'était quelque chose qui était inné en toi de montrer une certaine facette sur les réseaux sociaux? Absolument pas. Absolument pas du tout. Les réseaux sociaux, je les ai créés en tout cas à l'époque Tennis Reporter, je l'ai créé en 2018 parce que autant j'étais très motivé pour travailler dans le monde du sport, autant j'avais aucune motivation pour travailler ailleurs. Et mes parents m'ont dit écoute, c'est un été où ce serait bien que tu fasses comme tous les jeunes de ton âge, que tu ailles travailler un peu. Et c'est drôle parce que j'y ai pensé il y a une semaine. Et c'est en gros le même été qui va se profiler cet été, où tu vas enchaîner Roland-Garros, Coupe du Monde, Tour de France, Wimbledon. En gros, c'est un été où nous qui travaillons dans le monde du sport, t'as pas envie d'aller travailler. T'as aucune envie d'aller. Et pourtant, je respecte énormément tous ceux qui vont travailler. Et justement, j'ai un respect absolu tel que je ne sais pas, je n'ai pas voulu le faire. Et ils m'ont dit, ok, bon bah,
Très bien, tu veux pas travailler, pas de problème. Dans ces cas-là, on te laisse 1 mois pour créer quelque chose qui va te permettre d'évoluer. Putain, tu pars de ça, tu te dis ok, c'est cool. Faut avoir l'idée déjà. Non mais puis j'ai fini mon année de cours, je me retrouve avec un autre sujet, mais à la maison cette fois-ci où je dois gérer. Donc merci papa et maman. C'est ça, tu vois. Puis je me suis dit mais attends, je veux être journaliste, je vais sur les plateaux, je rencontre les journalistes à chaque fois, etc. Mais je fais pas un cursus de journalisme. Donc je savais que j'allais y rentrer en master, mais je fais pas un cursus de journalisme. Donc je me dis écoute. Il faut que j'ai la bonne idée. Et je me dis, si à un moment donné, dans le tennis, je veux rentrer et avoir une légitimité, il faut que je puisse, moi, me créer cette légitimité. Il faut que je puisse avoir ma tribune. Parce que une Eurosport ne me laissera pas la tribune. L'équipe ne me laissera pas la tribune. Donc, il faut que moi, je puisse raconter le truc à ma manière. Et donc, je me dis, ok, pendant 1 an, il me restait justement ma 3e année. Je dis, pendant 1 an, ok, c'est parti, je lance. Mon but est que une fois que je suis pris à l'ESJ, j'arrête parce que j'aurai d'autres choses à faire et j'arrête, ça ne m'intéressera. D'autres projets à côté. J'aurai plus le temps de m'en servir. Et donc du coup on part, donc c'était en 2018, on part, je lance ça fin août, mi-août, 13 août je crois. Je le lance et j'ai absolument, mais quand je te dis absolument aucune rigueur. C'est une catastrophe. Mais je mets une publi toutes les 2 semaines, et je regarde mon téléphone, je dis ils me font des retours. Alors, t'as évolué je me vois mon père sur un terrain de tennis qui essaie de me filmer pour que je fasse une intro. Enfin, tu mets 45 minutes parce que tu veux un truc à peu près correct et t'arrives pas à bafouiller pendant 3 mots. Enfin, oui, tu voulais bien faire quand même. Je voulais bien faire, mais vu que quand tu veux bien faire, quand tu veux bien faire, souvent tu fais rien. Ouais. Fais, et après tu progresses. En l'occurrence sur les réseaux sociaux, tu parles de l'influence. Poste des choses et après tu progresseras. T'auras toujours du contenu qui arrivera, etc. Si tu fais rien, c'est sûr que tu progresseras pas. Alors peut-être que le jour où tu posteras un truc, ce sera un truc génial. Mais vu que t'auras pas d'audience parce que t'auras rien, si tu veux, poste des choses et après tu fais le tri. Entre guillemets, tu prends de l'expérience à chaque fois, c'est plus facile. Donc tu fais ton truc et je ne postais rien du tout. Et après, je suis parti en semestre d'échange à Madrid. Et là, j'étais encore tout seul. Donc, t'arrives tout seul à Madrid, tu te fais 2-3 potes, tu te fais 2-3 trucs. Mais bon, t'as du temps. Franchement, t'es pas... T'avais le temps d'y passer du temps. Et donc, du coup, je m'y suis mis un peu, un peu plus. Et puis, Roland Garros 2019. Puis, tu vois, un peu plus. Et là, tu commences à prendre quelques abonnés. Donc, tu passes les 1000, tu passes les 2000, tu passes les 5000. Tu te dis, cool, ça vient un peu. Et après, il y a eu le confinement et comment dire. Et là, par contre, pour les réseaux sociaux, ça a été une période extraordinaire bénéfique. Parce que t'avais un public qui était à la maison, qui n'attendait que ça, d'être diverti, d'avoir des choses qui allaient se passer devant. Et donc, pour reprendre la question, les réseaux sociaux et moi, je n'avais absolument pas l'ambition de faire ça. C'était à la base une page test d'1 an. Sauf qu'après, quand j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai dit, c'est dommage, tu vas pas jeter à la poubelle un truc qui fonctionne à peu près rapidement. Et après, donc, du coup, je m'y suis réellement mis avec les compétences que j'ai acquis sur l'école de journalisme. Tu filmes un peu mieux, tu poses un peu d'autres questions, tu vas faire des interviews, après tu fais des vlogs, c'est-à-dire que t'as une petite... T'achètes un peu de matériel ou pas pendant ce temps-là? En vrai, l'iPhone a beaucoup fait de boulot. T'achètes forcément des trépieds parce que ça fait partie du jeu, et pour faire des interviews, t'achètes des trépieds, t'achètes des micros. Et après, forcément, t'achètes 2-3 trucs, tu vois, un petit trépied main, histoire de pouvoir vloguer, mais voilà, je fais pas non plus de grands et énormes investissements. Ouais. Tu vois, des fois, je me suis un peu trompé, tu vois, j'ai acheté une caméra où je me suis jamais servi parce que tu vois, tu prends l'iPhone, tu filmes direct. Tu vois, la caméra, tu sors, tu machins, tu branches, tu mets la carte SD, en gros, t'as raté l'action que tu voulais filmer, quoi. Donc, non, ça a été beaucoup l'iPhone, et en vrai, ça l'est encore parce que maintenant tu fais des choses dingues. Et tout ça pour dire que l'influence a beaucoup changé. L'influence a énormément changé parce que avant il y avait pas grand monde, et puis
pas grand monde qui a eu au final beaucoup d'opportunités de couvrir des événements assez dingues en étant les premiers, ont suscité des vocations. Ces vocations ont amené beaucoup de monde, pas forcément que du beau monde, parce qu'il y a eu des personnes qui n'étaient pas du tout dans la volonté de faire ça et qui l'ont fait par opportunisme et par de façon monétaire, parce que ils savaient qu'il y avait un peu d'argent à se faire dedans, parce que forcément quand tu touches du monde, il y a de l'argent, c'est obligatoire. Et donc ça a beaucoup changé, il y a eu beaucoup de choses, et surtout maintenant, quand tu regardes, parce que ça a épuré, ça a écrémé quand même, quand tu reprends la période très faste de l'influence a été 2021, sortie de Covid, où tout le monde a dit c'est machin, jusqu'à 2024 et les jeux. Et maintenant, ça a quand même beaucoup, dans le sport en tout cas, maintenant ça a beaucoup écrémé, et t'as que ceux qui j'ai envie de dire sont ressortis vivants des jeux avec encore des volontés de bien faire les choses. Et il y en a qui sont très très bons dans leur domaine, mais voilà, maintenant t'es quand même beaucoup régi par la qualité, quoi. Et est-ce qu'on pourrait imaginer justement que dans quelques années, ce média d'influenceurs, ce média d'influence pourrait remplacer justement des chaînes historiques comme Canal+, tu vois, ou est-ce que c'est... Non, parce que c'est tellement complémentaire. C'est tellement complémentaire dans le sens où ce que Canal fait, personne est capable de le faire sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas possible, tu vois. Même si tu sors du sport, et encore, tu sors du sport, oui et non, mais regarde, tu vois, quelqu'un comme Inoxtag, qui a fait l'Everest, et l'Everest, je sais pas, on doit en être à 45-48 millions de vues quand même sur YouTube, ou peut-être même encore un peu plus, mais enfin, c'est quelque chose de dingue. Mais tu te rends compte, pour lui, qui est top 3 de créateurs en France, je pense. Facile. Si tu veux, pour lui, c'est 1 an de boulot, une équipe à temps plein, un budget de 2 ou 2,5 millions d'euros, et tu vois, et des choses qui sont obligées d'être régies et très très durement réalisées par lui, avec beaucoup de partenariats, de choses comme ça, etc. Si tu veux, Canal, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Canal, c'est des centaines de séries et des centaines de films par an, tu vois, qui coûtent parfois encore plus cher et 10 fois plus que ce que le projet Everest d'Inox a créé. Donc forcément, tu peux, en fait, c'est pas mis sur le même piédestal. Tu vois, les chaînes qui sont hertziennes, si tu veux, que t'as sur le câble, TF1, France 2, France 3, quand tu regardes un peu récemment ce qui a été raconté sur la commission d'enquête de France Télévisions, le groupe M6 qui va avoir la Coupe du Monde, aucun mec ne peut s'aligner sur les réseaux sociaux. Zach Nani le fait très bien, tu vois. Zach Nani, il a pris des droits pour les retransmettre sur Twitch. Il a acheté des droits, ça veut dire quand même qu'il a investi. Mais ça veut dire qu'il y a des fonds, ça veut dire qu'il y a des choses, mais tu vois, franchement, ça aide à ce niveau-là, et quand tu vois Zach Nani réaliser des choses comme ça, tu te dis que les réseaux sociaux ont encore beaucoup de choses à faire et à prouver. Mais le jour où il y aura un mec sur les réseaux sociaux qui va arriver et racheter les droits de la Coupe du Monde, ça n'arrivera peut-être pas tout de suite. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas comparable. Mais par contre, quand tu regardes les réseaux sociaux de TF1, de France Télévisions, qui sont je suis moins bon, mais TF1, Canal, M6, qui sont très forts sur leurs réseaux sociaux, voilà, c'est complémentaire. Ça forcément, ça s'aide. Ça, il y a des choses où tu passes par les réseaux sociaux pour toucher une catégorie de personnes, et sur la télé, voilà, sur les réseaux sociaux, si tu veux, quand ils font leur fameux très gros projet du GP Explorer, du Eleven All Star, de toutes ces choses-là, tu fais 1 million, 1,1 million, 1,2 million. Tu vois ce que je veux dire? Sur une demi de Coupe du Monde ou sur une finale de Coupe du Monde, tu fais 21, 22, 25, 28 millions. Tu vois, donc c'est pas comparable, en fait. Mais les réseaux, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux, ils sont complémentaires avec la prod télé, une chaîne de télévision, qu'elle soit payante ou gratuite. Est-ce que tu penses qu'une bonne communication sur les réseaux sociaux d'un média TV ou d'un événement, est-ce que je retourne ma question. Est-ce que la bonne gestion des réseaux sociaux, par exemple d'une chaîne de TV, peut permettre le bon rayonnement d'un événement sportif? Ouais, bien sûr. Mais je vais même te dire l'inverse. Une mauvaise gestion et une mauvaise mise en avant d'un événement sportif est quasiment vouée à son échec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hormis un événement qui se suffit à lui-même, mais sinon, si t'as
pas les réseaux sociaux maintenant qui t'aident justement à faire la promotion de ces événements, t'oublies, c'est même pas complémentaire, c'est obligatoire d'avoir les réseaux sociaux pour un événement, pour un sportif, pour un athlète, pour une compétition. C'est ce que je me bats. En tout cas, je me suis battu pour avoir tous ces réseaux sociaux pendant BTG, que ce soit l'année dernière, cette année, mais pour faire rayonner un projet, c'est obligatoire. Et justement, est-ce que lorsque tu étais en école de journalisme, on vous parlait déjà de ce nouvel mode de communication qui est les réseaux sociaux, ou pas forcément? Pas tant que ça. Après, tu vois, moi j'y étais bien avant Oui. Tu étais avant le Covid. Avant le Covid. Ouais. Tu vois, donc forcément il y avait, il y avait vraiment ce côté presse écrite, presse radio, presse télé. Mais tu vois, il y avait pas en plus, tu vois, c'est le meilleur élément. Tu pouvais choisir ton option, ta spé, sur presse écrite, presse radio, presse télé. Il y avait pas presse réseaux sociaux. Oui. Tu vois, moi je suis arrivé à Canal, à Infosport, on était à Infosport. Ensuite on a déménagé à l'été 2022 à Canal, et à Infosport, nos voisins, c'était le digital. Tu vois, donc Canal Digital qui fait un contenu incroyable sur les réseaux sociaux avec beaucoup de trucs, qui a développé beaucoup de comment dire, de pages, que ce soit Canal Plus Foot, Canal Plus Sport, Canal Plus Formule 1, Canal Plus Moto. Enfin, tu vois, et à chaque fois ils sont là dans l'instant à te mettre les images, les bonnes choses. Tu vois, c'est assez impressionnant. C'est même plus que complémentaire, c'est obligatoire maintenant d'avoir les réseaux sociaux pour faire rayonner. Et quand tu regardes un tournoi de tennis, parce que je vais reprendre le tennis, mais quand tu regardes un tournoi de tennis ne se dit pas, bon alors attends, il faut qu'on ait la bonne vidéo, qu'on ait le bon cadrage, machin. Sur une semaine, ils ont qu'une semaine dans l'année. Ils avoinent. Quand tu arrives sur ton téléphone, que il est 18h, tu dois te dire, ok, si je suis là-dessus, j'en vois. J'ai toutes les vidéos, j'ai tous les points du jour, j'ai la réaction du premier vainqueur, du deuxième vainqueur, du troisième vainqueur. La page du truc, elle s'est pas dit, oh oui, mais attends, parce que si j'en mets une à midi et que j'en remets une avant 17h, peut-être que l'algorithme, il va me dire, non, t'es là, t'es dans l'instant T. Tu dois faire vivre l'événement. Pour faire vivre l'événement, maintenant, il faut avoiner. Et t'es obligé. Et après, tu réagis. Après, tu dis, bon, celle-là a pas fonctionné, celle-là a plus fonctionné, celle-là, ça a été un beat total, celle-là, elle a 1 million de vues, tu sais pas pourquoi, mais c'est parti. Et c'est comme ça. Parce que, à un moment donné, il faut y aller, il faut faire. Je vais citer un de mes meilleurs amis avec qui je voyage beaucoup, mais qui est lui aussi sur les réseaux sociaux. Et lui, il me dit, quand il est sur un tournoi de tennis, il me dit, moi de toute façon je suis pas français, je suis américain. Parce que les Américains, ils ne réfléchissent pas. Les Américains voient quelque chose, ils postent. C'est pas compliqué. Lui, il est sur un tournoi de tennis. Max, il arrive, il voit un entraînement de quelqu'un, boum. T'es sûr et certain que dans les 5 minutes, c'est sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il a, je crois, quasiment 300 000 abonnés en cumulé. Mais parce que quand il annonce qu'il voyage, toute sa communauté tennis sait qu'elle va être servie de tennis et voir et qu'elle verra les coulisses pendant toute la durée du voyage. Et justement, tu parlais d'algorithme tout à l'heure dans tes propos. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu prends en compte désormais ou pas dans toute ta création de contenu que tu fais autour sur les réseaux sociaux? Je l'ai pris en compte longtemps parce que je me suis posé toutes ces questions-là de ah ouais, mais attends, si tu postes après 21h, attends, si tu postes avant 18h, et puis attends, parce qu'Instagram, ils m'ont aussi dit que le matin à 8h et machin. Ouais. Bah alors vraiment, mais il y a en ce moment ce qui est rigolo, c'est que il y a un autre mec qui est sur les réseaux qui s'appelle aussi Max, mais il y a un mec qui a mis une vidéo où il était à Clairefontaine et il faisait semblant qu'il rentrait comme les Bleus dans le château. Et il l'a mis il y a je te dirais 4 mois, bref, c'était une OP avec elle une a marque. percé que maintenant. Et non, il l'a mis il y a 4 mois, je crois qu'il a fait 3000 vues. Il l'a remis quand là les Bleus sont arrivés lundi dernier. Et il a dit regarde, il a joué sur l'actualité, je crois qu'il a fait 1,5 million. La même vidéo, même pas de cut, rien. Donc le jour où quelqu'un, hormis le mec qui règle l'algorithme, saura l'expliquer, bah alors là, bravo, respect, félicitations. En attendant,
poste et tu verras que plus tu postes, plus Instagram sera content. Il y aura aucun problème. Ouais. Plus tu donnes des billes à Instagram pour qu'ils te mettent en avant ou alors je maîtrise pas beaucoup Twitter mais X mais plus tu postes sur Instagram, plus il te mettra en avant parce que entre guillemets tu fais son jeu. Oui. Si tu veux, c'est simple, tu divertis pour lui, donc c'est pas compliqué. Donc il y a pas de vraie recette magique pour percer, c'est vraiment Si, poster. Oui, poster. Poster en masse et on voit bien ce qui se passe. Quoi. Non, mais pas forcément, il faut pas non plus spammer, mais si t'as des choses intéressantes, oui, il faut les poster. Et surtout s'inspirer de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Ok. Tu vois, les gens souvent disent, ah bah attends, putain, il a fait un truc, donc je peux pas le refaire. Ouais, il faut le refaire. Pourquoi? Oui, il faut. Cite, ne vole pas le concept, tu recites, etc. Mais regarde l'imposteur de Squeezie. Ça a été rebalancé dans 12 concepts, enfin, dans 1000 concepts différents, dans le foot, dans le basket, de trucs, de machin, qui est le professionnel, qui est le truc, qui est l'imposteur. Mais parce que c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne. Il faut s'inspirer. Surfer sur la tendance, ouais. Mais ouais, c'est à un moment donné, c'est comme ça, une trend, c'est tu t'inspires et c'est comme ça qu'à un moment donné tu suis et que tu fais ton contenu et là les marques, les tournois, les équipes de foot, quand tu regardes maintenant le TikTok ou le Instagram de l'équipe de France, t'as que les trends actuels parce que tu t'es obligé, c'est comme ça, tu t'inspires de ce qui fonctionne au moment où les joueurs arrivent, que tu les as sous la main et que tu peux réaliser, ça fait partie du jeu, c'est normal. Et comme on en parle là maintenant, ça paraît très cool, ça paraît vraiment hyper beau de gérer des réseaux sociaux, mais est-ce qu'il n'y a pas des dessous qui peuvent être compliqués? Est-ce que c'est un peu inné d'être créateur de contenu comme toi tu le fais, ou est-ce que quelles sont les contraintes en fait un peu de ce métier-là qu'on voit pas, un peu les dessous du métier qui je pense sont quand même importants? À votre avis, c'est quoi les contraintes? De tout le temps devoir poster en fait, d'être régulier. D'avoir tout le temps quelque chose à donner ou... Ah, c'est sûr que si t'es sur les réseaux sociaux, alors oui, c'est beau, hein. Parfois tu voyages, tu vois des beaux endroits, tu vois des trucs, hein. Mais alors t'es très loin du 10-18, hein. Oui. Ah, si tu veux, sur les réseaux sociaux, t'y es potentiellement de 7h à 23h et 7 jours sur 7. Parce que si tu te dis, moi je traite l'actualité que du lundi au vendredi de 10h à 18h, je pense que tu vas te faire chier. Il n'y aura pas grand-chose. Ah bah tu vas vite t'emmerder, hein. Et puis c'est souvent, même si on parlait d'algorithme tout à l'heure, c'est souvent là où les gens sont le moins sur leur téléphone. Parce que t'es au boulot, parce que t'es sur le truc, parce que t'es en train de bosser, t'as des réunions, t'as des choses. Souvent, là où t'y es le plus, c'est avant d'aller au boulot, donc sur le 8h, 10h, 7h, 9h, sur le midi et 2, et après 18h, quand tu vas soit rentrer du boulot, soit que tu vas te poser après avoir dîné, et le week-end quand ce sera un peu plus cool, tu vois. Mais t'as pas, moi sur Tennis Reporter à l'époque, je postais, tu crées des vidéos, tu vas tourner, tu vas sur un tournoi, machin, etc. Je crois que j'avais à un moment donné, j'ai eu un message qui s'est affiché. Une année, c'est 365 jours. J'avais reçu un petit message. C'était un récap un peu. Non, c'était mi 2023 après Roland Garros. Et je crois que ça m'avait dit félicitations, vous venez de poster pendant 1000 jours de suite. Wow. Ah oui. Donc tu postes tous les jours. Ah bah bien sûr. Il y a pas de jour off. Ben non. Et t'es pas là pour, c'est le sport. Bien sûr. Le sport, si tu veux, t'es pas là pour avoir du truc. Le lundi, il y a des matchs, le mardi, il y a des matchs. Le tennis, c'est 11 mois sur 12. Le foot, c'est tous les jours de la semaine, 9 mois sur 12. Si tu veux, la Formule 1, le golf, c'est du jeudi au dimanche toutes les semaines de l'année. Enfin, et c'est presque... T'as choisi un métier passion. T'es pas là pour te dire que le soir, tu veux être tranquille et machin. Normalement, t'es drainé par ta volonté de... Alors moi, la mienne, c'est de raconter. C'est une chose, tu vois. Mais t'es drainé par ça. T'as envie d'avoir justement... C'est grisant de suivre toute cette actualité. Enfin, c'est celui qui veut bosser dans le sport, il a pas compté ses heures. Voilà. Enfin, c'est quelque chose avec laquelle je suis d'accord. Donc, ah non, mais plus loin le sujet. C'est pour ça, tu vois. Si t'es motivé, si tu fais plein de choses, si... Enfin voilà, après à toi de te poser les vraies questions sur le fait de est-ce que c'est un métier passion, en tout cas là on parle de la création de contenu, oui. Est-ce que c'est un métier passion, si t'es là juste pour faire de l'argent, je suis pas sûr que tu sois dans le bon domaine. Si t'es là pour vivre des expériences, ce qui est drôle c'est que un homme, et je lui reposerai peut-être la question, mais un homme qu'on va recevoir dans cette semaine m'a dit un jour, c'est simple, t'as choisi un métier,
où attends, pour reprendre ces mots bien précis, il m'a dit tu as choisi un métier où tu ne termineras pas millionnaire, mais tu vivras comme un millionnaire. C'est un peu vrai. Bah, c'est totalement vrai. Tu voyages un peu tout le temps. Tu vois? Ouais. Non, donc, mais si t'es là pour l'argent, non. Mais par contre, si t'es là pour le train de vie et que tu te donnes les moyens, il y a aucun. Je trouve ça dingue. Tu vois, il a eu tellement raison quand il m'a dit ça. Il dit, tu seras pas millionnaire, mais tu vivras par contre comme un millionnaire. Ouais. Et c'est vrai que je me retrouve très souvent sur les tournois de tennis avec les accès des personnes qui, soit ne peuvent pas se le payer parce que, t'es dans le tennis un peu aussi, tu sais qu'un badge, tu peux pas l'avoir même à raison monétaire. Et comment dire, et donc du coup, t'as plus d'avantages que ceux qui vont payer une journée 1000 ou 2000 euros, alors que toi, si tu veux, t'es là pour travailler. Alors oui, t'as un contenu à rendre à la fin, alors que eux, ils sont là juste pour profiter. Mais en l'occurrence... Et justement, pour rebondir sur ça, est-ce que toi, est-ce que la création de contenu et le journalisme, pour toi, aujourd'hui, sont complémentaires? Par exemple, quand tu es sur Canal à faire tes piges ou autres sujets, est-ce que voilà, cette création de contenu t'apporte aussi dans le journalisme? Oui. Alors moi, de par mes missions à Canal, moins, parce que c'est du news, parce que j'ai des posts qui sont précis à InfoSport, et à InfoSport il y a vraiment très peu de création de contenu réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de création de sujets, c'est quasiment que ça la chaîne, mais de la création de contenu réseaux sociaux, non. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, si tu veux, t'as le digital à Canal, si tu veux, c'est du journalisme et de la création de contenu, et après il y a un exemple qui est très clair, tu vois, Hugo Décrypte, c'est très simple, hein. Hugo Décrypte, c'est du journalisme sur les réseaux sociaux, donc c'est pas compliqué, hein. C'est de la création de contenu en journalistique. Quand tu reprends tous les exemples, le journalisme est tellement vague maintenant que si tu veux, prendre des vidéos et informer les gens, c'est au final du journalisme. Après, il y en a qui le font via la création de contenu, via des choses, donc ça aide, mais bien sûr que c'est plus que compatible. C'est une liaison même qui est obligatoire, parce que c'est là où tu touches maintenant quasiment le plus de monde. Tu ne toucheras jamais, ou quasiment jamais autant qu'un JT de 13h ou de 20h, mais en termes d'information en live, t'es intouchable sur les réseaux sociaux. Sinon c'est du BFM et c'est autre chose, quoi. Tu passes dans autre chose. Et justement, tiens, on va parler un peu plus d'anecdotes. Grâce à la création de contenu, quel a été le moment où tu t'es dit waouh, j'ai réussi à faire quelque chose grâce à ma chaîne Tennis Reporter. J'ai rencontré, je sais pas, parmi les plus grands joueurs de tennis. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit voilà, là j'ai réussi à faire ce que je voulais avec mon média et j'ai réussi à aller vers le haut et le plus haut possible? Oui, forcément oui. Il y a plein de fois où tu vois où j'ai pu justement accéder grâce à ça à tous les joueurs. Tu vois, ça m'a amené au dernier match de Roger à la O2 Arena où c'était quasi impossible de s'y rendre. Et si tu veux, j'y suis allé, j'avais la chance d'être rang 8, tu vis quelque chose qui est extraordinaire. J'ai eu la chance d'être à l'académie de Rafa avec Rafa en étant justement égérie de l'académie, où si tu veux, t'es à l'entraînement. C'était rigolo parce que j'étais à l'entraînement de Rafa et il nous avait pris en tant qu'égérie pour faire une journée en tant que student dans l'académie. Donc il nous suivait au petit déjeuner, après il nous suivait à notre entraînement, après il nous suivait pour qu'on aille nous à l'entraînement de Rafa. Donc ce qui était drôle, c'était qu'il y avait Rafa qui était sur le court et nous qui étions sur le banc, sur les tribunes, juste à côté, et les caméras nous filmaient nous alors que t'avais Rafa derrière. Et, à ce moment-là, tu te dis, je sais pas, je suis pas convaincu du contenu. Je sais pas si je reste concentré ou. Mais tu vois, il y a plein de choses qui tu vois, j'ai eu la chance d'être récemment appelé par Gaël. Gaël, mon fils, qui m'a dit, écoute, j'ai envie que ce soit toi qui viennes avec moi sur une émission qu'il a créée fin d'année dernière, où on a fait 8 épisodes sur Twitch, et donc du coup on a fait ça quand je suis avec Gaël l'année dernière à UTS à Nîmes dans les arènes, et que si tu veux, tu te poses d'un coup d'un seul et que pendant 1 heure tu parles de tout, de rien, même 2 heures, de tout, de rien, et tu te dis
Moi, Gaël, si tu veux, ou Joe, mais c'est 2 tennisman que j'ai regardé, avec qui j'ai grandi de par les exploits, Australienne 2008, les demi à Roland, les choses, machin. Et dire que maintenant j'ai leur numéro, que je peux les appeler, je suis sûr que les mecs répondent et que tu te dis, putain, c'est fou, quoi, tu vois, c'est, Gaël, il me dit, ouais, on a fait l'émission ensemble, entre guillemets, je t'en dois une, si un jour t'as un truc, tu m'appelles et on voit, tu vois, enfin, il y a plein, c'est pour ça en fait, il y a plein de choses qui me disent ouais, ça m'a amené loin. Tu vois, j'ai bien fait de faire les sacrifices à un moment donné pour justement en arriver là, parce que j'ai quand même vécu des choses très cool et c'est pas terminé, tu vois, mais il y a plein de choses. J'espère que c'est pas terminé pour toi. Ouais. Et d'ailleurs, une autre un peu question, on va dire marrante. Si tu devais, sur Roland Garros, est-ce que tu préférais justement être derrière ton téléphone à créer du contenu ou directement dans la tribune presse et à piger pour un journal? Le contenu direct. Le contenu. Pour qui? Pour moi ou pour la télé? Pour entre les deux. Enfin, si tu dois. Parce que pour moi, t'as pas le droit à Roland Garros. Roland Garros, si tu prends une vidéo, tu te fais fracasser. Si tu avais des accès exceptionnels, lequel préférais-tu être dans la tribune presse? D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux une anecdote, c'est rigolo. Avec plaisir. On est preneurs. Ils m'ont squeezé une accrède pour ça. Oh. Qui est Roland? Ouais. Roland Garros. Ouais. En gros, la première night session est en 2021. Ouais. Et 2e année du toit. Exactement. Et en gros, je fais quasiment toujours la même chose. À l'époque, j'étais pas ou peu invité. Peu, pardon. J'avais quelques invitations, mais c'était assez. Et normalement, le premier dimanche, je prends toujours une place en annexe que je paye, qui me permet, entre guillemets, de rentrer dans le tournoi. Tu vois, je fais mon entrée dans le... Ouais, exactement. Un peu, oui. Tu vois. Et comme je vous ai dit, le fait de poster toujours un peu plus, machin, etc. J'ai payé ma place. J'ai mon compte, je prends les vidéos et je poste les vidéos. Jusque là, machin, etc. Fin de journée le dimanche, j'ai plein de vidéos. Je me souviens, j'ai un Roger qui s'entraîne. Je suis au premier rang. Enfin, tu vois, le mec a fait sa création, il est assez fier. Tu vois, il est là, il se dit ok. Je croise un mec avec qui j'ai déjà bossé dans les allées. Et le mec il me dit putain, tu sais pas quoi, on a eu le contrat. C'est nous qui allons faire format l'équipe, donc sans les images, mais commenter pour la BNP. Une night session sur 2. Putain, incroyable. Je dis incroyable. Il me dit ouais, ça, donc c'était pas le dimanche, mais ça commençait le lundi. Je dis incroyable, trop hâte, ça va être dingue. Je dis si à tout hasard tu peux me faire monter, histoire que, tu vois, le mec relâche pas, tu vois, mais histoire que je vois la régie un peu, tu vois, que je puisse venir entre guillemets vous encourager, si je peux, tu vois, si c'est possible. Comme quand t'étais à Lumini. Pareil. Et le mec, et donc c'était le lendemain, il me dit écoute, je vois ça, mais t'es là demain? Je lui dis ouais, j'ai une place pour demain. Je savais même pas si j'avais de place ou pas, mais quoi qu'il arrive, j'allais me débrouiller pour en avoir. C'était une certitude. Et il me dit ouais, si c'est ça, on se retrouve à 19h en dessous de cet ascenseur, tu prends avec moi et tu montes. Ok, pas de toi, j'y serai. Ne compte sur moi. Je monte et dans la journée, il m'envoie un message, il me dit ouais, est-ce qu'à tout hasard, vu que toi t'as les réseaux sociaux, tu voudrais pas faire une petite chronique, parce que le problème c'est que il va, en gros c'était Norman Genius, Norman Chatrier, le petit-fils de Philippe Chatrier, qui est sur les réseaux sociaux, un streamer, qui allait host tout le match, commenter tout le match, mais en solo, un tunnel absolu. Putain, et je lui dis courage à lui, hein, tu vois. Et il m'envoie un message, il me dit ouais, est-ce que tout à l'heure tu veux pas faire une petite chronique rapide sur ce qui s'est passé dans la journée, parce que tu l'auras vécu depuis les annexes, les tribunes. Tu veux... Si je peux croquer un peu d'antenne, je dirais jamais non. Vas-y, avec grand plaisir, pourquoi pas. J'arrive. Et donc il fait l'intro, parce que c'était la première night session, il fait l'intro et au bout de 10 minutes je rentre, je fais ma petite chronique. Et tu sais, et ils étaient là, attends, il y a quelque chose de... Et en gros, je prends une feuille blanche, tu vois. Et ils étaient là, au bout d'un quart d'heure, j'ai fini ma chronique, et tu sais, ils étaient là, reste, vas-y, reste comme ça, il y a pas de tunnel, et ça marche super bien entre vous deux. Et tu sais, tu me proposes de rester, je dis oui. Et donc avant, j'avais discuté avec eux, ils m'avaient dit ouais, ce qui serait cool, serait qu'on fasse, j'ai plus les chiffres, mais je crois 150 000 passages. C'était diffusé sur Twitter à l'époque, live Twitter. Et 150 000 passages, ce serait bien. Serena gagne et on rend à
486 000 passages, je crois, un truc comme ça. Le chef de la BNP vient me voir et il me dit, écoute, félicitations, votre duo, ça marche trop bien, il y a eu des rires, il y a eu machin. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une photo de ce moment-là et c'était encore Covid et il y avait les masques. Sauf que du coup, il y avait des masques toute la journée à Roland, j'avais pris le soleil. J'avais bronzé là. La marque du et là, masque. parce que le soir en plateau, il y avait pas le masque. Donc en fait, je suis bicolore. Donc c'est rigolo. Et le mec, il me dit, ouais, ça a trop bien marché. C'était trop bien. Il y a eu des petits jeux, des petits quiz. Il me dit, qu'est-ce que tu fais dans 2 jours? Je dis, dans 2 jours, rien, monsieur Roland, je suis à Paris. Je reviens. Voilà. Il me dit, écoute, ok, si ça t'intéresse, demain, t'as une accred. Et tu reviens commenter dans 2 jours, puis dans 2 jours, puis dans 2 jours, et dans 2 jours. Compte sur moi, il y a aucun problème, je serai là. Le lendemain, 10h. 10h le lendemain, je vais chercher mon accred, je suis comme un gars, je suis comme un gamin, j'ai mon accred, je suis content, tu pavanes dans les allées, t'es à Roland, t'es content, t'es bien. Et le surlendemain, 10h aussi, je reçois un appel inconnu. Ouais, allô? Oui, bonjour, un tel de la FFT, on va avoir un problème. Ah, dites-moi. Il me dit, on s'est un peu penché sur votre compte et finalement, on a vu que sur les réseaux sociaux, vous postiez des vidéos de matchs, machin. Oui, mais bon, enfin, je peux vous prouver comme quoi j'ai payé ma place, que c'est moi qui ai tourné la vidéo, j'ai pas repris des images de matchs de France Télé ou de Prime. Donc voilà. Oui, finalement, ça va être compliqué. Il va falloir que vous supprimiez tout ça si vous voulez continuer l'aventure avec nous, parce que vous n'avez pas le droit. La création de contenu, c'est impossible. Pas à Roland Garros, les droits télé coûtent trop cher et donc du coup, les images n'appartiennent qu'à ceux qui les payent. Machin. Ok. Ouais, pas de problème. Je joue le jeu. Je supprime tout. Je scratch tout. Vraiment, aucun problème. C'était con. Ma vidéo de Roger était en train de percer. Franchement, non mais j'y reviens, mais elle était en train de percer. Et comment dire, et donc se passe la journée, j'arrive le soir, tout fier. Je dis, ok, on est bon, j'ai un peu plus rebronzé de tout le visage, je suis moins bigou. J'ai travaillé, c'était le Nadal Gasquet, deuxième night session. J'ai travaillé mon truc, je me dis ok, c'est parti, ça va être une quinzaine incroyable, ça va être génial. J'arrive et là, vous savez comment est fait Roland, et en gros au 3e étage il y a une terrasse qui fait tout le tour du châtrier. Je vous jure que les talons, je les ai entendus d'avant le virage. Avant le virage, j'ai entendu les talons et j'étais de dos. Intérieurement, je me suis dit, je suis sûr que c'est pour moi. Vraiment, tu sais, quand tu le ressens au fond de toi, je me suis dit, c'est pour moi. Les talons, tu sais, tapaient tellement fort que, et la fille, la dame, arrive à la table, elle dit, Clavier Moreau Thomas? Je fais, oui. C'est moi. Elle me dit, c'est très simple, vous avez pas respecté le contrat qu'on s'était fixé. Je comprends pas, pardon, mais si, enfin, j'ai eu quelqu'un ce matin au téléphone, il m'a demandé, machin. Elle me dit, non, sur votre compte Facebook, on a retrouvé une publication de 2019 avec une vidéo. Elle dit, donc vous n'avez donc pas respecté les choses pour ne pas imputer la BNP Paribas. On vous laisse commenter ce soir, mais sachez que quand vous sortirez du stade, votre accréditation sera désactivée et vous n'aurez plus le droit de. Mais c'était longtemps avant. Ah bah oui. Ah bah non, mais puis c'était même pas sur Insta, c'était sur mon Facebook perso, une vidéo, machin, etc. Et les mecs ont creusé. Et donc voilà, ils m'ont squeezé pour les réseaux sociaux, mais c'est comme ça fait partie toujours faire quand même attention à ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Sur des événements, oui. Après, en vrai de vrai, j'ai pu en faire vraiment beaucoup. Et il y a que à Roland Garros et à Bercy et maintenant à la Défense que c'est compliqué. Si tu fais un match de Ligue 1, t'es tranquille, tu fais de la Ligue des Champions, t'es tranquille, tu fais tous les autres tournois, que ce soit Wimbledon, l'US, l'Australian, t'es tranquille, des Masters 1000, t'es tranquille. Et pourquoi ils régissent autant La France, madame. Voilà. On va pas rentrer dans ce sujet-là. Voilà. Mais oui, mais dans d'autres tournois en France, il y a aussi cette autant entre guillemets d'interdiction par rapport à ça. Ils sont un peu plus ledge parce qu'au contraire, les autres tournois en France, ils ont besoin d'un peu d'exposition. Donc ils sont un peu plus ledge, mais à la Défense, enfin à ex-Bercy et comment dire, et Roland, t'oublies la guerre. Il te faut forcément une accrède de presse ou non, détenteur de droit. Ah oui. Mais il y a quand même des influenceurs, il y a quand même, enfin, on les voit ceux qui viennent dans les loges. En nom propre. Ok.
c'est du nom propre. Donc forcément, si tu veux, quand t'es en nom propre, c'est une chose. Tu vas, tu mets ta photo, t'es pour mettre en avant une marque. Oui. Quand moi j'étais considéré comme un média en tant que tennis reporter, ils m'ont tous squeezé parce que j'étais considéré comme un média. Mais le problème, c'est que tu pouvais contrer ça. Tu pouvais contrer parce que t'es un média, ok, mais t'as pas d'accréditation. Donc qu'est-ce qui te fait de toi un média, tu vois? Mais ils me considéraient en tant que média. Du coup, ils m'ont pris la crête. C'est comme ça. C'est logique. Et aujourd'hui, donc tu as couvert quand même beaucoup d'événements sportifs. Est-ce qu'il y en a un que t'aimerais en particulier couvrir dans les prochaines années, prochains mois, peut-être, en tant que journaliste ou en tant que créateur de contenu? Ah, la question est... Un seul. Ouais, oui, bah c'est pour ça que je réfléchis. L'unique. C'est pour ça que je réfléchis. Un seul que je n'ai pas fait encore. Que tu n'as pas fait encore. Déjà, le choix, il se réduit un peu. Bah oui, par chance, oui. Les grands chelems, j'ai tout fait. La Coupe du Monde, ça m'intéresse pas. Le Tour de France, j'ai fait. Les 24 heures du Mans, j'ai fait. La Ligue des Champions, j'ai fait. La Ligue 1, j'ai fait. Les Jeux Olympiques? J'ai un peu fait. Au final, le tennis, quand c'était à Paris, etc., j'étais à Canal beaucoup de jours pendant les Jeux, donc j'ai un peu fait, tu vois. Moto, F1, est-ce que tu as fait aussi déjà? Ah, F1, ouais. Oui, t'as raison, F1. Ouais, parce que j'ai jamais eu la chance de le faire. Ce qui est drôle, c'est que cette année, j'ai eu la chance de faire déjà 2 grands prix, enfin deux circuits, mais où il y avait pas les grands prix. Ah mince. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour en Vélib du circuit à Melbourne. Excellent. Mais un mois avant le Grand Prix, et j'ai été sur le circuit à Miami, mais 2 mois avant le Grand Prix. Donc cette année, j'en suis déjà à 2 circuits, mais sans les voitures qui tournent. Mais oui, non, celui de la F1. Okay. Avec les accès paddock et tu vois, ce que je fais au Mans en F1, ce serait incroyable. Ouais, large. Tu m'étonnes. Si tu avais un Grand Prix à choisir, ce serait forcément soit Monaco, soit Monza, mais ouais, c'est dur parce qu'en fait Monaco t'as le prestige et Monza t'as l'histoire. La beauté du lieu, ouais. T'as l'histoire, tu vois. Monza c'est un circuit, Monaco c'est pas un circuit, Monaco c'est un tracé en ville, c'est encore autre chose, mais l'un ou l'autre, je sais pas. Ok. C'est des très beaux circuits de toute façon. Ça va. Non, tu t'en sors. Si tu fais l'un ou l'autre, tu t'en sors bien. Ouais, ça va. Et dans un avenir peut-être un peu plus lointain, est-ce que tu as envie de continuer à, on va dire chroniquer, j'ai envie de dire chroniquer, mais c'est pas le mot, mais faire de la création de contenu autour du tennis, ou est-ce que tu as envie d'élargir un peu plus ton champ, découvrir, on va dire, un peu plus en profondeur, d'autres sports, ou tu veux rester dans ton spectre qui est uniquement le tennis? Élargir, oui, sûr, parce que c'est le fait d'avoir aussi arrêté Tennis Reporter et d'être passé en nom propre qui me fait que, en tout cas, qui montre que je veux m'élargir sur plein de choses. Il y a eu de la Ligue des Champions, il y a eu du hand, il y a eu du basket, il y a eu de la NBA, de l'élite, il y a eu plein de choses qui sont venues outre. Couvrir un autre sport, non, parce que je sais ce que c'est de couvrir un sport. Et si on fait quelque chose, on le fait à fond, tu vois. Et j'aurais voulu, à un moment, j'ai hésité à créer un autre média que Tennis Reporter. Parce que pour moi, il y avait un sport qui était trop peu connu et qui selon moi n'a toujours pas la reconnaissance et la médiatisation qui devrait et qui a beaucoup de public. C'est le golf. D'accord. Et le golf permet de voyager et à un public mais relativement de niche mais de très fidèle. Le golf, c'est toutes les semaines, du jeudi au dimanche. Tu peux faire des tests produits avec tous les drivers, avec tous les putts, avec tous les fers, avec tous les bois. Tu as un public qui est quali quand même, avec très connaisseur du pouvoir d'achat. Et si j'avais eu le temps de créer un autre média, j'aurais créé Golf Reporter. Et ça m'a traversé l'esprit longtemps. Et j'avais pas le temps, en fait. Parce que, encore une fois, si tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Et comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que déjà sur Tennis Reporter, tu bosses tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Donc, si tu dois doubler les choses pour te faire connaître, pour machin, un média, les réseaux sociaux, pour te faire connaître, les gens ils se disent ouais c'est cool, tu fais une story et tu fais un truc. Un média, pour te faire connaître, si tu veux vraiment bien faire les choses, c'est entre 8 et 10 heures de travail par jour,
tous les jours pendant allez, si on fait 8 à 10 heures de travail par jour tous les jours pendant 6 mois, déjà on se revoit après et je pense qu'il y a des choses correctes. Le seul problème c'est que les gens ils se disent ouais, je vais me faire connaître mais pour le moment j'ai pas grand monde, du coup bon, allez, je vais faire un truc. Allez, on fait un truc, on est dingue, je vais poster deux publications par semaine et puis dans 3 mois on verra ce que c'est. Alors, moi je peux te dire ce que c'est, hein. Enfin je peux déjà te le dire, hein, ce sera raté. Hein. Mais si tu crées, si tu envoies des messages, si tu veux faire des petits partenariats, des petites collaborations, si tu prends le temps d'aller commenter les vidéos de ceux qui sont un peu dans la même niche que toi, de suivre les bonnes personnes, de donner de la force, d'envoyer des petits messages d'encouragement, ça prend vite beaucoup de temps. Mais c'est la bonne manière. C'est de l'investissement. C'est une volonté. C'est un métier. Hein. C'est simple, c'est un métier. Il y a pas 1000 solutions. C'est un métier. Donc, si tu veux, c'est 8 à 10 heures par jour, tous les jours de l'année. Et ouais, je te dis, au bout de 6 mois, si tu veux, on se revoit et je pense que tu seras déjà très, très bien encadré. Et si tu avais justement un conseil à donner à nous étudiants qui souhaitons se lancer dans la création de contenu ou les personnes qui nous écoutent sur ce podcast, quel serait ce conseil-là? Très court. Être passionné, être rigoureux et régulier. Si tu suis les 3, normalement tu te fais pas de problème, tu te fais pas de soucis. Mais ouais, passionné parce qu'il faut que ce soit une passion. Si ça l'est pas, ça se voit. Rigoureux parce que si tu postes n'importe quoi, ben ça se voit aussi et les gens n'adhéreront pas au projet. Et régulier, si tu ne postes pas régulièrement, soit au début tous les jours et après tu peux potentiellement un peu espacer ou varier entre des carousels, des réels, des choses, machin, etc. Mais ouais, c'est les 3. Pour moi, c'est les 3 choses qui vont faire que tu peux, en tout cas, te lancer. Après, il y en aura plein d'autres parce que après, il faudra que tu sois curieux parce que si t'as pas cette curiosité, bah tu iras pas très loin. Il faut que tu sois apte à voyager parce que si tu restes sur ton canapé, bah il se passera pas grand chose, tu vois. Donc tu vois, il faut aller rencontrer du monde, pas hésiter à être comment on dit. Proactif. Non, quand tu vas demander des choses. Curieux, intéressé. Ça va revenir. Mais c'est. J'ai plus le mot. Mais il va aller demander des choses. C'est de la curiosité. Faire des interviews. Enfin voilà. Merci beaucoup Thomas de nous avoir décrypté les dessous d'un peu du métier de journalisme, des dessous de l'influence, des médias, un peu les dessous des réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve bientôt pour la suite des podcasts de la semaine du Behind the Game.